capacité. Donc ce matin, avec le groupe SIF, on a pu voir des dispositifs d'accession à la propriété dits abordables. Et moi, je vais essayer de vous expliquer comment on peut vous accompagner dans le financement de ces différents projets. Avant toute chose, je vais vous présenter qui nous sommes. Donc Nicolas, qui est au fond de la salle, et moi-même représentons le Crédit social des fonctionnaires. Donc nous sommes co-organisateurs de ce forum de l'immobilier avec la SRIAS. Le Crédit social des fonctionnaires est une association de loi 1901 qui va fêter ses 70 ans au mois de juin. Et nous intervenons sur les domaines du prêt immobilier, de l'assurance des emprunteurs, du regroupement de crédit et du prêt à la consommation au sens large. Et on a également quelques conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent vous accompagner sur des problématiques épargne et retraite. On va vous parler des grandes étapes pour acheter un bien immobilier avec une détermination de votre capacité d'emprunt et des simulations de financement, la recherche du bien, dans l'ancien, dans le neuf ou à construire, pourquoi pas. On parlera du compromis de vente, de recherche de financement et de signature d'offres de prêt et d'assurance des emprunteurs. L'assurance des emprunteurs intervient ici en dernier, sachant que potentiellement c'est la partie la plus importante d'un projet immobilier, puisque qui dit pas d'assurance des emprunteurs dit quasiment pas de financement immobilier. Excusez-moi, c'est toujours un peu long ces trucs-là. On avait dit qu'on les supprimerait, Nicolas, on a oublié. Pour bien préparer son projet immobilier, il est important de bien définir sa capacité d'emprunt. Naturellement, on a tous un projet immobilier, mais la première question que l'on doit se poser, c'est quel projet correspond le mieux à mes attentes. Le projet qui correspond le mieux à mes attentes, c'est celui que je suis en mesure de m'offrir. Et pour ce faire, on va travailler ensemble à évaluer votre capacité d'emprunt. Capacité d'emprunt ne veut pas dire montant global du projet que vous allez réaliser, puisque au-delà de la capacité d'emprunt, on va travailler également avec vous sur votre apport ou sur la mensualité que vous souhaitez ne pas excéder. On peut très bien avoir une capacité de remboursement de 1 200 € par mois et puis de se dire, non, moi j'aimerais rembourser que 800 €, que 900 € parce que j'ai besoin de garder une petite marge pour mes vacances, pour mes loisirs, pour toute autre chose. Donc c'est systématiquement le premier travail à faire et c'est un travail qu'on fait conjointement avec un conseiller financier. Il y a une thématique qui est très importante ici, c'est la notion des 35%. 35%, je pense que vous connaissez tous un petit peu ce ratio. Autrefois, c'était un usage bancaire. Depuis 2022, c'est devenu une règle. Il y a un outil qui s'appelle le HCSF, qui veut dire Haut Conseil de stabilité financière, qui est un organe de Bercy qui nous a changé les règles. D'un usage bancaire en 2022, on est passé à une loi. Cette loi nous dit qu'aujourd'hui, une banque ne peut pas endetter un foyer français sur son immobilier à plus de 35%, sans avoir un quelconque regard sur le montant du reste à vivre. Que l'on soit endetté à 35% avec un reste à vivre de 10 000 € par mois ou que l'on soit endetté à 35% avec un reste à vivre de 750 € par mois, la règle est strictement la même. C'est sacrément contraignant, puisque avec un marché de taux haussier comme on l'a eu ces 3 dernières années, ça a un peu contraint et planté le marché de l'immobilier. Le pouvoir d'achat des gens a fortement baissé. Le Conseil de stabilité financière nous dit également qu'on ne peut plus emprunter au-delà de 25 ans. Pour les plus anciens d'entre nous, on a pu connaître il y a 15 ans, 18 ans, des prêts qui pouvaient monter jusqu'à 40 ans. Ensuite, on était passé à 35, puis 30. Maintenant, on nous dit qu'on ne peut plus emprunter sur des durées supérieures à 25 ans, dont les durées de construction. Donc c'est un peu contraignant, puisque quand on fait du neuf, on dit toujours que c'est X années plus 2 ans de construction. Donc mon 25, en fait, c'est 25 ans moins 2 ans. Ça me fait 23 ans de remboursement de mon capital, donc c'est une contrainte. L'État nous a quand même dit qu'il a du cœur et qu'il autorise 20% des dossiers en dérogation de ces règles-là. Donc voilà, il y a une petite souplesse quand même sur le Haut Conseil de stabilité financière. Les critères qui sont étudiés quand on travaille une capacité d'emprunt, c'est naturellement combien je gagne,
la nature de mes revenus, s'ils sont fixes ou variables. Je vous fais grâce des contrats de travail, hein. Quand on est agent de la fonction publique ou titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas de sujet. Quand on est intérimaire ou en CDD ou travailleur non salarié ou gérant de société, c'est plus compliqué. Nous, on ne tient compte ici effectivement que des revenus que l'on va qualifier de pérennes, donc CDI ou agent de la fonction publique. On va tenir également compte de vos charges financières pour déterminer votre endettement préalable à un achat immobilier. Et donc, on va peut-être devoir avoir une stratégie sur ce sujet-là. On le verra plus tard. La stratégie, parfois, consiste à faire un petit regroupement de crédit préalablement à un financement immobilier pour rentrer dans nos fameux 35%. La notion de reste à vivre, je vous ai dit que tout à l'heure que ça n'intéressait plus les banques parce que la loi, ça n'intéresse pas la loi, mais ça intéresse les banques quand même, puisqu'effectivement, le but du jeu, c'est que vous soyez en capacité d'avoir un pouvoir d'achat préservé et de continuer à vivre normalement. Donc la notion de reste à vivre sera toujours étudiée par les banques, même si ça ne rentre pas dans les règles de l'État. Et puis, tu en as parlé tout à l'heure. Effectivement, quand on achète un bien, en fonction de la nature du bien que l'on va acheter, potentiellement, on aura des travaux à effectuer. Là, on a parlé de DPE ce matin, ça veut dire diagnostic de performance énergétique. Aujourd'hui, quand on achète un bien ancien, les diagnostics font souvent état de dégradation écologique, et donc on a à peu près conscience qu'il y aura des travaux qui devront être réalisés à court ou moyen terme, et qui dit travaux dit coût de travaux, qui dit coût de travaux dit potentiellement crédit, qui dit crédit dit endettement. C'est presque du Stromae, ça. Donc voilà, donc on en tient compte également quand on étudie un dossier et une capacité d'emprunt. Très important, quand on fait une demande de prêt immobilier, la banque va travailler sur votre passé récent. Le passé récent qui est le mien, c'est les 3 mois qui précèdent ma demande de financement. Pendant ces 3 mois, tenue de compte hyper correcte exigée. Ça veut dire que pas de découvert bancaire, pas de commission d'intervention, pas d'ATD, évidemment, d'avis à tiers détenteur. Il faut une gestion de compte aux petits oignons. Nickel. Il me faut des comptes créditeurs, voire un peu d'épargne. On travaillera également sur la notion d'apport personnel. C'est une question qui revient de manière récurrente. Il faut considérer que depuis, j'allais dire 5 ans, mais peut-être 7-8 ans, une demande de prêt immobilier sans apport personnel est quasiment 9 fois sur 10, 95 fois sur 100 condamnée à échouer. Il nous faut impérativement de l'apport personnel. Il y a 10 ans, on ne se posait pas de questions métaphysiques. Vous achetiez un bien immobilier le lundi, le mardi il valait 10 000 de plus. Là aujourd'hui, vous achetez un bien le lundi, le mardi et même le mardi de l'année d'après, il vaut le même prix. Donc la banque se dit que s'il y a un plantage de la capacité de remboursement, elle doit revendre le bien et elle perdra de l'argent. Donc la notion d'apport personnel, c'est déterminant. Quand on monte un dossier et quand on étudie un pouvoir d'achat immobilier, on raisonne également sur les frais annexes. Et dans les frais annexes, on va trouver les frais de notaire. Vous avez entendu dire que les frais de notaire augmentaient cette année un petit peu. En gros, c'est 1 000 € tous les 200 000 € d'achat. Donc ça fait un petit peu de sous supplémentaires à dépenser. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les frais de notaire, on en a parlé avec le CIF tout à l'heure, sur le neuf, c'est des frais à taux réduit. Sur l'ancien, on est plutôt à 8% qu'à 3%. Donc voilà, c'est plus cher dans l'ancien que sur le neuf. Si vous achetez avec une agence, vous aurez 4 ou 5%, parfois 6% de frais supplémentaires. Et on aura également, au montage du dossier de prêt immobilier, des frais annexes. Les frais annexes, c'est quoi? C'est les frais de dossier bancaire, il y en a toujours, entre 500 € minimum et plus, et des frais de garantie. Quelqu'un sait ce que c'est qu'une garantie sur un prêt? Une caution solidaire, oui. Donc caution solidaire, on va trouver le plus connu, c'est Crédit Logement. On va trouver la SACEF qui appartient à la Caisse d'épargne. On va trouver la CASDEN qui appartient à la Banque Populaire. La garantie connue, la garantie la plus connue, c'est la garantie à la sûreté réelle qui s'appelle l'hypothèque. Une hypothèque, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à la banque à saisir le bien en cas de manquement de la part de l'emprunteur
et pouvoir le revendre. Et naturellement, l'hypothèque ou la caution a un coût, et le coût est de l'ordre de 1,5% environ du montant du crédit. Et donc, il sera aussi important pour la banque de regarder votre épargne, puisqu'on vous demandera toujours un peu d'épargne résiduelle, donc il vous reste un peu d'argent de côté pour faire face aux imprévus. C'est important. Donc, quand on étudie votre capacité d'emprunt, on regarde absolument tous ces points-là, et ne pas le faire, finalement, c'est s'exposer à s'acheter du rêve à mauvais prix, parce qu'on va potentiellement aller sur un bien à 300 000 alors qu'on peut simplement emprunter 250 000. On a pris le temps de rêver, on a perdu beaucoup de temps pour finalement pas grand-chose. Donc soyez très vigilants à ça. Tu en as parlé ce matin. On vous a proposé une petite simulation ici. Alors, nous, on est parti en zone A à Strasbourg. On a voulu enlever un petit peu d'émotion à la région nantaise. Bon, enfin, les prix de Strasbourg et les prix nantais sont bon an mal an les mêmes. Et on est parti sur 2 simulations. Une première avec le prêt à taux zéro et une seconde sans le prêt à taux zéro. Le propos, très simplement, c'est que sur l'accession à la propriété dans le neuf, vous bénéficiez d'un prêt à taux zéro plutôt séduisant en ce moment sur la loi de finances 2025 qui va démarrer au mois d'avril, contre pas de prêt à taux zéro dans l'ancien, par exemple. Vous voyez que sur ce fameux bien à 250 000 €, avec un prêt à taux zéro ou en absence de prêt à taux zéro, la mensualité lissée sur 25 ans n'est strictement pas la même. 1 062 € contre 1 322. Le neuf aujourd'hui est quelque chose d'ultra favorable. C'est pas qu'on vous invite plutôt à acheter du neuf, vous faites ce que vous voulez, mais économiquement aujourd'hui ça nous paraît plus sympa. Je rajoute que quand on achète du neuf, on bénéficie d'une réglementation thermique 2020 ou 2025 pour les prochains à sortir, ce qui sous-entend un coût de l'énergie ultra maîtrisé. À titre d'exemple, moi j'ai une maison qui fait 120 mètres carrés en RT 2020, elle me coûte 250 € d'électricité par an. De chauffage, pardon. Chauffage, pas d'électricité, 250 € par an, alors que l'autre maison que j'avais avant me coûtait peut-être 10 fois ça. Donc le neuf est quand même très attractif sur 2 aspects, le prêt à taux zéro et les économies d'énergie. Oh la télé, je vais la casser. Et les frais de notaire. Et les frais de notaire. Donc effectivement, fiscalement, c'est aussi très intéressant. Alors je ne vous refais pas le coup du BRS, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, quand on achète en bail réel et solidaire, on achète aussi avec un prix au mètre carré qui est ultra limité par rapport au prix du marché libre. À l'étude de votre dossier, on se rappelle qu'on souhaite respecter les 35% de taux d'endettement. On va potentiellement être coincé par les petits crédits que vous pouvez avoir sur votre relevé de compte. Quand on est un couple et qu'on habite à 15, 20, 30 km de Nantes, parfois on a 2 crédits auto. Et puis quand on a eu besoin de s'équiper, on a peut-être un 3e crédit qui concerne de l'ameublement, ce genre de choses. Avec des durées restantes plus ou moins longues, avec des montants de remboursement plus ou moins importants. Ce qu'on va vous proposer potentiellement, c'est de faire un rachat des 3 prêts, d'en faire une seule popote, de le mettre sur une durée un peu plus longue pour réduire considérablement le montant de l'échéance. Les crédits regroupés pèseront ainsi moins sur votre endettement et on aura une place plus importante pour le prêt immobilier. Qui dit une place plus importante dit un montant d'emprunt plus important et donc un bien certainement qui correspond plus à vos besoins que si vous devez être contraint par le crédit. Là, je vous fais toutes les réserves du monde. Dans les réserves que l'on peut avoir, c'est si j'ai un apport qui est très conséquent, la notion n'est pas tout à fait la même que si j'ai un apport limité. Préparer son projet, choisir sa formule, son bien, effectivement, on en a parlé ce matin longuement. 2 types d'accession, libre ou aidée. Donc, dans l'accession libre, on peut acheter par le biais des promoteurs en vente en l'état futur d'achèvement. Donc, on achète sur plan, on sera livré dans 1 an et demi ou 2.
Parfois, il y a un petit peu de stock chez les promoteurs, on peut être livré plus rapidement que ça, mais dans un schéma de l'immobilier normal, en règle générale, entre le moment où je réserve et le moment où je prends possession de mon logement, en VFA, c'est 2 ans. En accession libre, naturellement, on va pouvoir acheter dans l'ancien avec ou sans travaux. Il y a 2 types d'anciens, hein. Il y a le bel ancien de centre-ville avec moulure rosace, etc., qui est tout à fait sympathique et joli et très cher. Et puis il y a l'ancien avec un peu moins de charme qui coûte un peu moins cher. Après, moi, il y aura ce sera différent que vous achetiez une maison en périphérie nantaise ou un appartement au cœur de l'agglo. Et puis l'accession aidée, le PSLA, tu en as parlé un petit peu ce matin, c'est l'ancien dispositif, mais en fonction de certains secteurs géographiques, il en reste encore sur le marché. Il y a un certain nombre d'acteurs dans la salle d'à côté là-bas qui peuvent vous proposer du PSLA. Je crois que tu peux en proposer un. Tu en as encore aussi ? Je crois qu'on en a plus. Non, on a le projet sur Bretagne, j'en parlais tout à l'heure, mais non, on a fini. Bon, dans la salle d'à côté, il y a d'autres acteurs que le CIF, hein. Il y a le CISN qui doit en avoir, il y a Nantes Métropole Habitat qui doit en avoir, etc. Le bail réel et solidaire, tous les partenaires ont des logements à vous proposer. La TVA 5,5, on en a parlé un petit peu aussi. Et puis vous pouvez aussi acheter un logement dans l'ancien, par le biais des opérateurs du logement social. Donc je sais que Nantes Métropole Habitat est venu avec un petit peu de stock de logements anciens. CDC Habitat, donc CDC, c'est la Caisse des dépôts et consignations, hein, qui a un office de logement également, a quelques logements, et tout à l'heure je faisais le point avec eux. Le 3 pièces démarre à 125 000 €. Donc il y a des offres tout à fait intéressantes, et on parle bien de Nantes, hein. On parle de Nantes. Donc là, quand on parle d'accession aidée ou abordable, il y a véritablement des offres. J'ai souvent entendu dire, depuis que je suis au CSF, ça fait une dizaine d'années maintenant, que moi je suis agent de la fonction publique catégorie C, je ne pourrais jamais accéder à la propriété. Pourquoi ? En fait, par méconnaissance, tout simplement. Il existe tous ces dispositifs-là qui permettent allègrement de s'acheter un bien immobilier. Et puis ceux qui ont assisté à la conférence de ce matin ont pu voir que un logement neuf qu'on achète à 200 000 €, le montant du remboursement de crédit est quasi inférieur à un loyer, ou même si c'est identique. Partons du principe que la mensualité de crédit ou le loyer est au même prix. N'oubliez pas que votre loyer va augmenter chaque année avec l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de revalorisation locative, j'ai toujours du mal à le dire ce truc-là. Et dans 10 ans, vos 700 € deviendront 1000, alors que mon crédit, dans 10 ans, il sera toujours à 700. Donc, acheter un bien dans les dispositifs aidés, c'est toujours très intéressant. Bon, on en a parlé, je ne refais pas l'article sur le sujet. Les avantages quand même, 20 à 40% d'économie par rapport au prix de marché, les villes attractives, etc. etc. Donc, au CSF, on avait conscience que beaucoup de gens venaient nous voir pour une capacité d'emprunt, pour déterminer un petit peu leur pouvoir d'achat immobilier. Et une fois qu'on avait fait ça, ils repartaient un petit peu seuls dans la nature. Donc pour pallier à ça, on a créé 2 outils. Le premier outil qu'on a créé, c'est csflogement.fr. csflogement.fr, c'est une plateforme de logement dédiée aux agents de la fonction publique qui agrège aujourd'hui sur le territoire national environ 700 000 offres de logement. Sur ces 700 000, on va en avoir environ 10% qui vont être des logements à la location, et le reste, ce sont des logements à la vente, dans le parc libre, dans le parc social, en BRS, en PSLA, etc. Donc sur cette plateforme, vous avez toute une grosse offre, les offres du CIF, du CISN, etc. Donc on en a également sur les Pays de la Loire. Et puis on a une deuxième plateforme qui est à la main de nos conseillers, qui n'est pas grand public celle-ci, qui agrège aujourd'hui 100% des programmes neufs commercialisés par les promoteurs en France. Donc nos conseillers en agence, donc au CSF, on est présent à Nantes et à Saint-Nazaire, Angers, Le Mans, etc. On peut vous proposer des logements aussi en promotion immobilière libre. Donc n'hésitez pas à solliciter nos conseillers sur ces sujets-là. Normalement, quand vous sortez de nos bureaux, vous pouvez avoir une proposition
financière, une capacité d'emprunt, et puis potentiellement un relais avec le CIF ou avec d'autres partenaires. Donc naturellement, une fois qu'on a trouvé le bien immobilier, on va signer ce qu'on appelle un compromis ou un contrat de réservation. Et une fois que ce compromis ou ce contrat de réservation va être signé, il va être temps d'aller chercher son financement. Tout à l'heure, on avait évoqué la capacité d'emprunt. Maintenant, on va concrétiser cette capacité d'emprunt par le montage d'un dossier de financement. Donc, nos conseillers au CSF vont vous recevoir pour faire un montage de dossier et étudier avec vous tous les prêts aidés auxquels vous allez pouvoir prétendre. Donc, dans les prêts aidés, naturellement, le plus connu, si vous êtes éligible, c'est le prêt à taux zéro du ministère du Logement. Donc, celui-là, on va le mettre en place. Vous allez bénéficier des prêts aidés du crédit social des fonctionnaires, puisque notre association met à votre disposition des prêts à taux réduit également. Si vous êtes en couple avec un salarié du privé, il a aussi des prêts aidés par son employeur, on va aller les chercher. Et on va vous faire un montage de dossier qui va vous permettre d'avoir le prêt payant le moins cher possible. C'est quoi le prêt payant? C'est le prêt bancaire avec un taux qui est autour de 3,5 aujourd'hui, entre 3 et 3,5 sur 20 ans par exemple. Donc l'idée c'est d'écraser le taux moyen pour que votre mensualité soit la plus basse. Et donc c'est vraiment le rôle de nos conseillers de le faire. Au CSF, on a un fonctionnement qui est double. Le premier fonctionnement, c'est qu'on est financeur sur nos fonds propres. Donc là, dans ce cadre-là, on va vous faire des prêts à taux sympa. On fait jouer la solidarité entre les fonctionnaires pour vous proposer un taux moyen sympa. Mais on n'a pas la capacité sur nos fonds de vous prêter pour l'ensemble du projet. Donc on va aller négocier les conditions de taux auprès de grands partenaires bancaires du CSF, comme les banques qui ont le plus d'appétence à la fonction publique, et vous les connaissez certainement. Nous, chaque année, on négocie pour environ 1,5 milliard d'encours de crédit, donc ce qui nous fait de nous un acteur sérieux sur ce marché-là. Et puis, naturellement, on va vous mettre en place votre assurance des emprunteurs. Je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être la partie la plus importante du dossier, parce qu'on peut avoir tous les critères au vert sur le dossier de financement. Donc, j'ai un métier pérenne, j'ai des revenus solides, j'ai pas d'endettement, on peut considérer que je suis finançable. Je suis finançable si, et seulement si, la compagnie d'assurance des emprunteurs me dit que mon état de santé me permet d'être assuré. Et c'est potentiellement la partie la plus importante. On en a parlé tout à l'heure avec une dame dans le couloir, et on se disait, oui, plus on prend de l'âge, plus on a des pertes de santé et plus potentiellement l'assurance devient un problème. Donc si on a un conseil, et je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, le premier conseil que je dois vous donner, c'est essayer d'acheter le plus jeune possible, parce que quand on est jeune, on a moins de problèmes de santé que quand on est vieux et sans cheveux. J'ai perdu jaune les cheveux. L'assurance des emprunteurs bénéficie d'une nouvelle loi qui est arrivée en service en juin 2022 ou 2023, je n'ai plus la date exacte, qui s'appelle la loi Lemoine. Elle est intéressante, la loi Lemoine, parce qu'elle vient quand même contrecarrer ce que je viens de vous expliquer là. L'état de santé, finalement, c'est un élément discriminant sur l'octroi ou non d'un crédit. Donc la loi Lemoine nous dit que si je respecte quelques critères, donc 200 000 euros d'emprunt sur 20 ans maxi, avec un terme du crédit avant mes 60 ans, je ne suis plus soumis à questionnaire de santé. Donc ces 3 critères-là sont vachement importants, parce qu'un certain nombre d'emprunteurs potentiels se voient ouvrir le champ des possibles alors que c'était complètement fermé avant. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. L'assurance des emprunteurs, tout le monde sait à quoi ça sert. Tout à l'heure, on a parlé d'hypothèques qui venaient prévenir contre la défaillance financière. L'assurance des emprunteurs vient prévenir en cas de décès, en cas d'invalidité ou d'interruption temporaire de travail. En gros, je meurs
mes ayants droit récupèrent un logement dont le prêt a été payé par l'assurance, à la banque. Je suis victime d'un accident, j'ai un handicap lourd, même chose. J'ai un arrêt de travail supérieur à 3 mois. C'est l'assurance qui paye le crédit à ma place. En gros, c'est ça l'assurance des emprunteurs. Mais c'est important. Au CSF, on a un contrat d'assurance des emprunteurs que l'on pense, mais c'est parce qu'on manque peut-être de modestie, être le meilleur du marché pour plusieurs raisons. Un, il couvre 100% des métiers de la fonction publique. Quand je dis 100%, ça veut dire que je peux être militaire sur zone de guerre. Je peux être pompier exposé au feu, je peux être CRS policier, gendarme avec un port d'armes. Je suis garanti de la même manière que je suis secrétaire de mairie qui n'est pas exposé au risque pro. Je peux être la même secrétaire de mairie et avoir des loisirs un peu foufous comme de la plongée sous-marine ou du parachutisme, ce genre de choses. Je suis garanti dans le cadre de mes loisirs. Et puis au CSF, j'ai même le droit d'être retraité puisque on assure les crédits jusqu'à 85 ans fin de crédit, là où la profession d'assurance s'arrête en règle générale à 75. Voilà. Donc on a des éléments qui sont quand même plutôt en faveur de la fonction publique puisque voilà, on n'a pas de contraintes. Pas de contraintes non plus sur les maladies non objectives. Alors la maladie non objective, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on a une dépression, on a des problèmes de dos. Voilà. Donc nous, on le garantit. Et si un agent reprend en mi-temps thérapeutique après un arrêt forcé relativement long, eh bien on continuera à honorer nos remboursements. Bon, la loi Lemoine, bon, voilà, on en a parlé, 200 000 €, 60 ans. La loi Lemoine nous permet également, pour ceux qui ont déjà des contrats d'assurance des emprunteurs, de résilier son contrat à tout moment pour changer de contrat. C'est un petit peu comme dans la téléphonie mobile aujourd'hui. Et puis, il y a une notion de droit à l'oubli également. Avant la loi Lemoine, il y avait le droit à l'oubli, c'était 5 ans. C'est passé à 10. Le droit à l'oubli, c'est en gros, j'ai eu un cancer quand j'étais jeune, je suis guéri, je n'ai pas l'obligation de le déclarer. Voilà. Je crois que j'en ai fini. C'est ça, Nicolas, j'ai fini? Ah non, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est vrai que c'est relativement